Hello, hello les gros bidous. Ça faisait plus ou moins un an que je ne vous avais pas supplié sur Instagram de m'envoyer des questions pour faire des vidéos questions-réponses. J'aime toujours bien parce que parfois j'ai pas d'inspiration, mais aussi et surtout parce que c'est très agréable de vous demander de me faire parler sur ce qui vous intéresse. Donc un grand merci pour les personnes qui se sont dévouées après que j'ai insisté pour m'envoyer des super questions. C'est très très chouette. Cette partie-ci, j'ai mis ensemble toutes les questions qui étaient relatives au tarot, les plus simples auxquelles répondre. Après, on va avoir un axe sur la créativité, tout le processus créatif et tout. Alors, à chaque fois, ça se chevauche, hein, mais j'ai essayé de faire des ensembles. Et enfin, on va avoir un axe qui est plutôt politisme, animiste, toutes ces choses. Je t'invite à te servir toi aussi une tasse de thé si tu le souhaites, prendre un petit verre d'eau, en tout cas te poser tranquillement, chacun son truc évidemment. Tchin tchin. Mais quelle est sotte cette catou, mais quelle est sotte. Et voilà, on commence donc avec vos questions sur le tarot. Quelle a été ta porte d'entrée dans le tarot, le premier contact? J'ai l'impression d'avoir raconté ça très souvent et en même temps ça me plaît toujours d'y répondre. Et aussi vous avez la chronologie en dessous et vous pouvez passer cette petite question si vous avez l'impression que je vais me répéter pour la millième fois. Ce que j'aime bien aussi, c'est jamais répondre à cette question toutes les quelques années quand on me repose la question en vidéo, où je fais des tags ou des trucs comme ça parce que même ça évolue, parce que le récit qu'on se fait de son histoire avec le tarot change et voilà, les récits de soi, ça évolue et je trouve ça sympa d'avoir l'occasion de m'exprimer à nouveau là-dessus. Surtout que quand j'ai commencé à faire du tarot, ça faisait juste, à ce moment-là, ça faisait plus de 2 ans que ça me tournait, plus d'un an que ça me tournait dans la tête que je voulais faire du tarot, que je voulais découvrir cet outil, mais j'avais oublié c'était quoi l'origine, ce qui m'avait mis sur cette piste-là. Et il m'a fallu des mois de pratique du tarot pour me dire mais oui, mais c'est là que j'ai eu ce déclic où je me suis dit mais oui, bien sûr. Et donc peut-être qu'il y a des vidéos où vous m'entendez dire ouais, j'étais intéressée par le tarot, je sais plus trop pourquoi. Et en fait, à un moment, ça m'est revenu, mais bien sûr, il y a eu un truc qui a déclenché quelque chose chez moi. J'avais aucune connaissance particulière du tarot en dehors des clichés de la culture populaire et j'avais une grande méfiance à leur égard. Je n'étais pas très ouverte par rapport à tout ça. Je me disais, ah, le tarot c'est exclusivement la voyance et je n'avais que des clichés ridicules autour de la voyance, honnêtement, que, que je redirai pas, mais qui est plus présente aussi dans mes premières vidéos. Et du coup, bon, ça m'intéressait pas particulièrement. Et puis, j'ai visité au début de l'année 2015 une grande rétrospective sur le travail de l'artiste Niki de Saint-Phal au Grand Palais à Paris. C'était vraiment magnifique. Et je ne vais pas revenir sur le travail de Niki de Saint-Phal parce que j'ai écrit quelques fois là-dessus. Je vais remettre les dernières choses que j'ai partagées à son sujet sur Instagram. Je mettrai un lien ou peut-être même je les transférerai sur le site pour que ce soit aussi accessible aux personnes qui n'ont pas Instagram. Comme ça, c'est plus simple. Parce que j'ai beaucoup de pincettes critiques et de réserves sur le travail de Niki de Saint-Phal malgré toute l'admiration que j'ai pour lui aussi. Et à la fin de cette exposition, il y a une salle, si je me souviens bien, qui est consacrée à son fameux jardin des tarots qu'elle a développé en Toscane, qui a pris toutes les dernières décennies de sa vie. Elle s'est consacrée notamment à ce très très grand projet de faire des sculptures monumentales sur les arcanes majeures et d'autofinancer son projet, puisque même si Niki de Saint-Phal vient d'un milieu aristocratique très très privilégié, elle avait coupé avec son milieu et même si ce n'était pas du tout une artiste précaire comme certainement beaucoup d'entre vous qui me regardent, elle n'avait pas non plus ce capital financier qui était celui de sa famille quand elle était enfant. Donc ça a vraiment pris, c'est l'arbre d'une vie, quoi. Ça l'a
prise tout entière, ça a pris ses ressources et tout. Et donc je découvre ça, je fais waouh. C'était la fin de l'exposition, donc j'étais déjà tellement charmée par le travail de Niki de Saint-Phal. J'avais pleuré dans la salle, on voyait ces énormes nanas grosses qui dansaient et tout ça. Et j'étais donc arrivée à la fin, je découvre ça, je fais bon, ok. Alors le tarot ne serait donc pas que mes clichés là-dessus. Et il est écrit, ou bien il y a des extraits vidéo, je ne me souviens pas très très bien, quelques-unes des considérations de Niki de Saint-Phal sur le tarot, notamment le fait que c'est un outil qui permet d'explorer des archétypes, qui est semblable au monde des rêves ou des contes, et qui du coup a des vertus thérapeutiques potentielles. Et j'étais sensible à ces thématiques-là, avec encore une fois mes pincettes critiques et mes précautions que vous connaissez sûrement, parce que ça fait de fort nombreuses années que j'étais suivie par un psy qui était par ailleurs un Jungien. Et donc je trouvais que cette approche des archétypes et tout était foncièrement très jungienne. Et à ce moment-là, je voulais prendre du recul par rapport à ma thérapie, voir mon psy moins souvent, etc. Et je fais waouh! Et donc le tarot est un outil d'exploration de soi, qui joue sur les archétypes et tout. C'est une super idée pour continuer à travailler sur mon imaginaire, sur mes rêves, sur mon inconscient, mais en voyant moins souvent mon psy, voire en ne voyant plus. Donc ça était vraiment en dehors de l'admiration que j'ai eue pour ce travail monumental. Il y avait une gigantesque maquette du tarot, je ne sais plus comment dire en italien, du jardin des tarots de Niki de Saint-Phal. Mais voilà, ça a vraiment mis quelque chose dans ma tête. Et quelques mois plus tard, je rencontre Rose, donc, avec qui je suis en couple depuis 6 ans. Et je pense que c'est à ce moment-là, il y a quand même un shift qui s'opère dans ma façon de concevoir le monde, d'interagir avec les gens, d'interagir avec mon univers. Je pense qu'il y a aussi une envie d'accorder à nouveau plus de crédit à mon imaginaire, à mes intuitions, aux histoires que je porte, aux sensations que j'ai par rapport à des lieux et aux présences des lieux, etc. C'est pas la première chose pour laquelle je vais chercher le tarot, mais il y a vraiment une ouverture à ce moment-là qui est la combinaison de plusieurs choses qui s'opèrent chez moi. Et aussi, je pense, la très grande ouverture d'esprit qu'a Rose par rapport à toutes ces questions, et l'absence totale de dogmatisme dans sa façon de concevoir les choses, le fait qu'on lui avait déjà tiré les cartes, qu'elle connaissait des gens qui tiraient le Béline, qu'elle connaissait des liseuses de bonne aventure, que l'on avait fréquenté à différents moments de sa vie. C'est quand même quelqu'un qui a 12 ans de plus que moi, qui a beaucoup plus vu de diversité de personnes que moi, je pense, hein, Rose. Et donc voilà, ce premier contact-là est sombré quelque part dans ma mémoire, mais j'avais toujours en tête, à un moment je vais me mettre au tarot et ça me permettra de passer à autre chose par rapport à ma thérapie. Et donc en mars 2016, donc 1 an et 2 mois après cette exposition, finalement je finis par, à force de poser plus ou moins discrètement des questions à gauche à droite sur ces thématiques, je finis par demander à une amie, mais ça m'intéresse vraiment, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'est là que je rentre dans l'engrenage, que très très vite mes perceptions évoluent, que j'étudie à fond parce que ça me passionne et que je trouve ça formidable comme outil, et que jamais au grand jamais je reste sur une seule vision du tarot, et que ça me montre à quel point ça peut être large. Donc le premier contact a ouvert quelque chose dans mon esprit. Et puis, une fois que j'ai commencé à tenir le tarot entre les mains, ça n'a jamais cessé d'être expansif comme objet. Utilises-tu le tarot tous les jours ou par période? Alors, avant de répondre à cette question, je vais préciser qu'il y a un bruit de l'enfer dehors et que je m'excuse si jamais j'ai décidé... Ah, le silence. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas, ils ont là, on va faire du bruit. C'est une question qu'on me pose souvent, hein. Est-ce que j'utilise tous les tarots tous les jours ou par période, et tout ça. C'est une réponse qui va changer tout le temps aussi.
Donc j'ai pas une réponse fixe, figée à jamais, qui change pas en fonction de plein de choses. Je n'ai pas une obligation de tirer le tarot tous les jours. Quand j'ai des nouveaux tarots, en particulier, j'aime bien tirer des cartes tous les jours avec le tarot. J'ai des phases où je peux être sans tarot pendant plus ou moins longtemps. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Ça n'a pas dû m'arriver souvent. En ce moment, j'essaie quand même d'avoir une pratique plutôt régulière de petits tirages. Au moins des tirages personnels ou des tirages du jour ou des tirages qui sont susceptibles euh, de m'aider à organiser ma journée, mes interactions de la journée, etc. Mais du coup, j'ai vraiment des usages assez variés du tarot, hein, entre un truc plutôt introspectif ou psychologique, quelque chose qui m'aide dans la relation avec les déités ou d'autres types d'esprits, ou quelque chose qui m'oriente dans mes promenades, quelque chose qui m'aide à m'organiser ou à planifier tout simplement, ou à gérer ma santé, ou des trucs comme ça. Il y a tellement un usage infini du tarot, et rarement le tarot, c'est difficile à dire. Est-ce que le tarot donne les réponses toutes faites ou pas? Parfois oui, en particulier quand il s'agit de communiquer avec l'invisible. Mais encore, il faut toujours avoir une perspective critique là-dessus, évidemment. Ne pas prendre des conseils qui nous semblent extérieurs comme argent comptant. Ça nous permet de nous poser des questions sur nous-mêmes au niveau intérieur, et dans ce cas-là de vivre avec le doute. Est-ce que je cherche des réponses dans le tarot? Oui, mais des réponses qui évoluent sans cesse. Donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise suffisamment fréquemment pour qu'il y ait des remises en question, et puis aussi que l'univers autour de moi ne cesse d'évoluer, et la vérité d'un jour ne sera pas forcément celle du lendemain, et donc voilà, d'où cet usage-là. Mais il y a différentes traditions, hein. Si vous suivez certaines enseignantes du tarot, il peut y avoir des gens qui disent alors il faut vraiment faire des gros tirages à des occasions très spéciales, et leur laisser le temps d'être digérés, de donner tout leur message. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je fais quand je me fais tirer les cartes par d'autres personnes. Je le fais vraiment pas souvent, parce que je vais rester avec le message de ces cartes pendant très longtemps. Et dans les périodes où je tire les cartes pour d'autres, j'appréhende aussi les choses comme ça, quoi. Que mes tirages, ça donne une vision précise de ce qui est en train de se dérouler à un instant T, mais en même temps, ça ouvre des portes, des perspectives, porte notre regard ailleurs, ça nous montre d'autres voies, et donc ça a forcément, comme c'est une vision, je dirais, à 360 degrés, la possibilité de nous suivre encore des mois sur certaines voies, même si c'est pas du prédictif pur et dur. Il y a quand même ce côté, cette puissance dans la narration obtenue grâce aux cartes et éventuellement aux autres entités qui peuvent être invitées lors d'un tirage et tout, avec lesquelles parfois c'est chouette de naviguer plus longtemps. Quand je reçois des tirages d'autres personnes, oui, mais pour moi non, parce que ça évolue et que c'est rare que je passe énormément de temps avec une seule carte. Et c'est difficile, du coup, comme souvent je me tire les cartes régulièrement, si je me dis ok, la carte que j'ai tirée au début du cycle lunaire ou au début du mois, ou à tel événement planétaire ou des trucs comme ça, enfin, dans des astres astrologiques, je dois la garder en tête pendant tout ce transit par exemple, ou tout des trucs comme ça. Parfois c'est difficile parce que comme je continue tout le temps à le faire, elle perd un peu de son importance, et ça ne rend pas le sacré peut-être qui est mérité à ce genre de grand tirage. Donc en ce moment je fais des grands tirages assez rarement, je fais plutôt des petits tirages quotidiens d'une carte, parfois un peu plus, combinaison tarot, d'oracle ou pas,
et c'est libre, mais ça fait quand même ouais, bien partie de mon quotidien. Comme j'en ai beaucoup parlé ces derniers mois, je pense que vous l'avez compris, c'est devenu plus présent pour moi. Et là, cet été, typiquement, je tire essentiellement les cartes, type carte du jour. Même si c'est pas juste je tire ma carte le matin ou je la tire le soir. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée, mais je réfléchis à ça. J'ai reçu le Gentle Tarot dans un échange et c'est un énorme coup de cœur. Et du coup, je trouve que le livret est tellement fort aussi dans ce que la personne nous donne à voir des cartes et tout ça, que vraiment prendre le temps, là, à chaque fois tirer une carte, lire le texte, le laisser décanter et tout, c'est très puissant. C'est propre à ce tarot-là, mais c'est chouette. Et alors, je vais utiliser par exemple le New Chapter Tarot, que j'ai reçu au mois de mai, je pense, et avec qui j'ai une grosse connexion pour les moments où je vais être plutôt dans des trucs du style liés à où j'en suis, plutôt dans une perspective de parcours de vie, quoi. Et du coup, comme c'est un tarot qui est très axé sur les transitions, il m'accompagne dans tout ça. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect personnel. Je dirais que c'est vraiment ces deux tarots-là qui sont le plus présents pour l'instant. Et pour l'aspect plutôt... si je vais dans une balade, si je vais me faire une balade animiste et que je veux entrer en contact avec l'esprit du lieu, où j'ai des questions, si j'ai dans mon travail dévotionnel, mon service dévotionnel à ECAT ou d'autres choses, je dois tirer des cartes. Alors là, j'ai pas un seul jeu avec lequel je travaille pour l'instant, et donc je vais faire ce que je vous ai déjà expliqué, je pense il y a quelques vidéos. Je mélange mon deck ou plusieurs decks que j'ai présélectionnés, je vois quelle carte sort, je demande au jeu, donc là je lui attribue une personnalité, même si ouais, ça dépend des jeux, je vais trouver qu'ils ont une personnalité plus ou moins forte, ou bien alors c'est moi qui leur attribue, mais là pour le coup j'ai estimé, à partir du postulat que le tarot a une personnalité, je vais faire alors est-ce que toi tu veux venir en balade avec moi, est-ce que toi tu veux répondre à cette question, et là c'est une version du tarot qui est une version du tarot plus disons de cartomancie, hein, où je sais dans ma tête, dans mon système, en fonction des jeux, qu'il y a des cartes qui sont associées plutôt à des oui, plutôt à des non, plutôt à des je sais pas. Et je pose pas des questions au tarot de fond là-dessus, quoique parfois ça crée des synchronicités qui sont quand même intéressantes. Mais ça me permet de savoir avec quel jeu je vais fonctionner. Donc là, voilà. Je peux comme ça avoir plusieurs jeux qui sont en cours sur une même journée, comme je peux avoir des jeux où je tire pas les cartes, par exemple. Aujourd'hui, il est 14h30, 14h18. Et j'ai pas encore tiré de cartes et je suis pas sûre que je vais le faire parce que j'ai une journée qui est un peu hachée et je pense qu'il va être fatigante pour moi. Quel tarot utilises-tu quand tu as du mal avec ton intuition? Je pense que je vais plutôt utiliser les tarots que j'ai déjà définis dans mes vidéos comme des tarots qui sont plutôt psychologiques et donc pas particulièrement intuitifs et qui permettent d'être plus un peu, disons, premier degré avec le tarot. Bon, ça c'est pour tirer les cartes pour moi, hein, comme c'est ce que je fais pour l'instant, donc je peux répondre qu'à ce type de questions. En ce moment je travaille avec le Gentle Tarot. J'en reparlerai à coup sûr. Voilà. Disons que ce qui me semble vraiment intéressant avec lui, c'est que le livret est formidable. Alors il y a une campagne Kickstarter qui est en cours pour l'instant et la personne va sortir un livre encore plus détaillé. C'est vraiment, comme on dit en anglais, spot on. Ça tape ultra juste au niveau du livret. Et bah, du coup, c'est vrai que c'est sympa. Alors, je le trouve ultra intuitif pour des tonnes de raisons et avec des moments de résonance, que ce soit au niveau des images ou au niveau du texte, qui sont géniales. Mais justement, en fait, comme le texte est vraiment court, mais nickel bien rédigé, c'est vraiment court, hein, les interprétations pour chaque carte. La plupart, c'est une page. Parfois, ça déborde un peu sur la suivante, mais c'est très rare. Et ça permet de trouver des résonances dans son vécu, des choses qui tapent juste tellement juste
que je trouve qu'il est très intuitif et qu'il fonctionne très bien à l'intuition, mais que en raison de la qualité du livret, c'est très chouette quand on n'a pas l'intuition de juste tirer sa carte du jour ou quoi et d'aller lire les explications, c'est un pur régal. Gentle, il est doux, et de fait il est très très doux et ouais, très très utile pour ce genre de choses. Parce que je pense qu'il aide à reconnecter avec l'intuition. Par contre, pour des tirages introspectifs, voilà, qui sont inspirants sans nous demander d'aller chercher trop loin dans l'intuition et qu'on peut lire facilement, ouais, j'ai toute ma clique des tarots faciles à lire, Clone du Waite Smith, comme le This Might Hurt, le Modern Witch, même si je ne vais pas mentir, c'est pas un tarot que j'utilise souvent. Je regarde autour de moi, mais j'ai pas forcément plus d'idées pour l'instant, donc voilà, c'est déjà ça. Mais le Gentle Tarot, on va en reparler blindé de fois. Mais c'est d'office un allié pour ça, ultra intuitif, mais ultra tendre pour aussi les moments où on est en rade au niveau intuitif. Quelqu'un m'a demandé si j'avais déjà fait une vidéo sur le Next Chapter, à quoi je me suis empressée de dire « mais oui, bien sûr !» Et là, la personne m'a dit « mais je voulais dire le Next World, en fait, je les adore tous les deux, j'ai mélangé. » Je comprends, même si c'est pas du tout le même type de tarot. J'ai pas fait de vidéo du Next World parce que je trouve que j'en parle tellement souvent que ce serait redondant. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas là pour mes longues vidéos où je parle de plein de jeux et que le Next World est mélangé parmi tant d'autres. Et donc voilà. Du coup, ce serait certainement très très sympathique que je puisse faire une vidéo, j'allais dire courte, mais pas trop longue, à propos exclusivement du Next World. Et du coup, bah, c'est sur ma liste. Merci pour la question. Voici, hein, c'est ma version modifiée du Next World, mais au cas où vous auriez oublié, c'est ce somptueux tarot-ci dont je vous parle très souvent depuis des années, mais que j'ai jamais pris le temps d'explorer avec vous. Donc c'est une très chouette idée. C'est noté dans mon carnet à idée de vidéo. D'ailleurs, je crois que c'est celui-ci, qui est aussi celui dans lequel j'ai noté vos questions. Et hop. Parce que c'est une autre question qu'on m'a posée. Attendez, je vais faire le clap. J'ai dit justement que j'allais, parce que dans ma dernière vidéo de questions-réponses, elle était passée, on m'avait posé une question sur les carnets, du coup j'ai dit, je vais en refaire une, parce que j'ai des usages des carnets qui vont changer et tout. À quoi certaines personnes ont répondu avec enthousiasme, donc j'en profite juste pour parler de celui-ci, la petite parenthèse. Alors, j'avais commencé à écrire un répertoire de quand les cartes apparaissent dans le cours Heart of Service de Lindsay Mack que j'ai suivi l'année passée dans ce carnet. Puis finalement, je ne l'ai pas utilisé. Donc je l'ai retourné pour écrire mes textes canalisés pour le projet Constellation Queer, donc vous pouvez trouver la playlist sur ma chaîne. Et du coup, bah, je ne pouvais pas non plus cesser de l'utiliser. Donc, j'ai fait une démarcation au washi tape. C'est idées, articles, vidéos, etc. Donc, juste après mes notes sur l'autre chose. Et donc, j'ai vidéo, tarot, carte par carte. Il faudrait que je mette un petit check parce que je l'ai fait. Et puis, j'ai fait une page sur l'analyse de jeux. Je me rappelle qu'il faut que je fasse une vidéo sur les jeux estivaux. Je ne suis pas motivée. Mes projets de review, qu'est-ce que j'ai encore envie de faire et tout. Donc j'ai noté le Next World ici. L'apprentissage du tarot, donc ça c'est vraiment toutes les vidéos. Et comment évolue ma pratique, encore une fois, je note au fur et à mesure les idées. Ici j'avais noté, à part les notes sur poésie et tarot, parce que j'avais été inspirée par une vidéo de Jessie Mama Mindwitch, Mindwitch Mama. Elle a changé de nom. Voilà, j'ai noté ça ici. Spiritualité et théorie aussi. Et alors du coup, j'ai laissé une page libre, plus ou moins libre, parce que du coup j'ai dû bloquer mes anciens trucs. Pour pouvoir parler ensuite, si jamais je dois encore faire des nouvelles pages sur les vidéos. Et puis les articles de blog, j'ai des idées spéciales.
Je voudrais faire un tarot à un moment, un article sur mes tarots queer préférés, parce qu'en fait, j'en parle quasi exclusivement en vidéo. Ce serait trop cool comme article, mais j'ai vraiment pas le corps pour écrire. Donc ça, on ne sait quand. Et alors, j'ai eu un moment, comme je suis toujours vénère sur Instagram, je me suis dit, ah, je vais écrire un article sur 10 choses que j'aime sur Instagram pour m'aider à rester dans un truc positif aussi par rapport aux réseaux sociaux. Mais je crois que j'ai tellement des trucs négatifs que je me suis jamais mise. Et j'ai recopié vos questions ici. Si tu pouvais trouver ton tarot idéal, à quoi ressemblerait-il? Je sais pas, parce que je suis pas... Parce que je suis une collectionneuse et que du coup ça me dérange pas d'avoir beaucoup de tarots qui sont presque parfaits mais pas vraiment parfaits. Je suis tellement heureuse qu'il y ait eu beaucoup de tarots avec une optique queer et ou non-binaire et ou féministe qui sont sortis ces dernières années. Du coup, je suis quand même moins désespérée que je l'étais auparavant, même s'il y a encore des choses dont je souhaiterais beaucoup qu'elles évoluent, surtout sur les représentations du corps. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, il y a un tarot qui a eu un Kickstarter, enfin pas un Kickstarter, des précommandes il y a peu de temps, qui s'appelle le Fat Fox Tarot, donc le tarot des personnes grosses. C'était genre, juste les frais de livraison, c'était le même prix que le coût du tarot, et puis sachant les problèmes qu'on a avec les douanes et tout en ce moment, c'était impossible pour moi de commander ça. Parce que même si ce tarot a que des personnes grosses, c'est extraordinaire sur les intentions et tout ça. C'est un tarot collaboratif et donc chacune des cartes est faite par une artiste différente. C'est super chouette parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas cisgenres, il y a des personnes non binaires, des personnes trans. Tous les profits tous les bénéfices vont à une association pour les personnes trans. Je pense que c'est pour l'hébergement de jeunes personnes trans qui se retrouvent sans domicile, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai les liens, on connaît la chanson en dessous. Pour moi, c'était vraiment pas possible de passer autant d'argent dans ce tarot à ce stade parce qu'il n'y a aucune cohérence au niveau de l'image. C'est des personnes qui ont travaillé en freestyle alors que des tarots collaboratifs qui fonctionnent bien, même s'il y a plusieurs créatrices, c'est ultra rare et ça demande qu'il y ait quand même aussi du coup des gens dans l'équipe qui sont là que pour veiller à la cohérence, comme c'est l'exemple du slow roller qui, vous le savez, est un de mes chouchous. Et donc même si ça c'est un vœu qui est exaucé pour moi dans le fait qu'il y a un tarot qui n'est pas un truc où les personnes grosses elles sont là comme caution, elles sont ultra minoritaires et tout, mais genre on a fait le pari d'imaginer un monde où les personnes grosses étaient juste là et méritaient un tarot rien qu'à elles, rien qu'à elles et tout, c'était vraiment super touchant, mais du fait de ce manque de cohérence, même si les cartes sont pour la plupart bien pensées, mais il y en a certaines sur lesquelles j'ai quand même des doutes, c'est pas un tarot que j'aurais acheté. Mais du coup, ça me fait dire que quand même un tarot avec que des personnes grosses, pour moi, ce serait un plaisir, quoi. Et puis, voilà, moi j'aime les tarots queer et les tarots lesbiens, et c'est vrai que j'en voudrais plus, quoi. Et voilà, du non-binaire, dans toute cette diversité. Je veux pas, pour moi, hein, ce qui serait important dans un tarot idéal, c'est pas qu'on soit là pour faire des cautions de diversité, qu'on ait son quota pour avoir l'air inclusif, mais que quand même tout le monde s'y retrouve. Et c'est juste le parti pris d'un tarot communautaire où des personnes qui se retrouvent jamais dans le tarot, qui sont systématiquement exclues, elles aient vraiment juste un tarot pour elles. Et aussi pour apprendre les autres personnes, genre apprendre les minces à lire un tarot avec des personnes grosses sans avoir des clichés sur les corps gros dès qu'ils apparaissent ou des trucs comme ça, mais travailler votre regard à s'identifier tout simplement parce que c'est dur de s'identifier à la grosseur dans un monde grossophobe. Ça, ce serait mon rêve. Mais celui-là, malheureusement, qui en partie répond à ce rêve-là, est un tarot qui visuellement me parle assez peu. En plus, c'est que de l'art digital et comme vous savez sûrement, c'est pas du tout mes tarots et oracles préférés, cette méthode de travail. Si tu pouvais trouver ton tarot idéal, à quoi ressemblerait-il? Donc ça, c'est la question de la représentation, qui est un de mes dadas, donc je parle de ça. Et sinon, je pense que vous voyez dans ma collection, j'ai quand même des goûts assez éclectiques. Et donc, j'ai pas forcément un truc
un truc parfait en tête. J'aime bien quand c'est pas quand même pas trop chargé au niveau des images. Et du coup, on a l'attente que tous les éléments sont super bien choisis et que tout a du sens dans la symbolique de la carte. J'aime bien le noir et blanc. J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs, il y a quand même des codes couleurs. Comme ça, il y a à chaque fois plusieurs couches d'analyse et qu'on peut utiliser quelque chose où on travaille avec la symbolique et tous ces trucs, ou les couleurs. Voilà, j'aime bien quand c'est multi-usage et d'apparence plutôt simple en réalité, même si j'aime aussi tout ce qui est extrêmement flamboyant et tout ça, mais c'est pas ce que je trouve le plus facile à lire. On estime que c'est une bonne réponse à ta question? Ouais, plus ou moins. Ça va? Ça suffit pour l'instant. Ok, ça marche. Quel est ton tarot allié pour travailler avec les plantes? Ok, aucun. J'ai cherché en me disant que ce serait vraiment chouette d'avoir un tarot ou un oracle qui allait vraiment être parfait pour ça. Et j'ai renoncé parce que quand c'est des tarots qui sont spécifiques, comme le Herbcrafter dont je vous ai déjà parlé, où il y a une plante qui a été très bien choisie avec un système qui est très bien pensé, et une plante pour chaque carte par exemple, et il y a aussi beaucoup d'oracles qui sont comme ça. Ouais, ça peut être une chose pour dire à quelle plante je suis invitée à travailler pour l'instant, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre dans mon infusion du jour. Et la réponse est camomille, damiana, lavande. Mais je sais pas, je trouve ça un peu forcé. Et puis aussi, c'est limitant, parce qu'on est toujours. Pas, par exemple, pas le Herbcrafter, mais Herbcrafter Tarot. On a déjà discuté de ses limites. Et ça demeure pour moi assez compliqué de travailler avec lui. Je crois que c'est un chouette tarot pour t'accompagner dans ton travail avec ton jardin, avec les plantes médicinales, avec les arbres, avec l'herboristerie et tout ça. Et que c'est certainement un bon compagnon dans ce processus-là. C'est moins un compagnon pour travailler avec les plantes. Et ouais, j'ai pas trouvé ça. Parce que arriver, je sais pas, j'ai du romarin là devant moi. Arriver avec ça et poser une question au romarin avec ce truc ici, et je sais pas, moi, disons, je tire la grenade. Ok, je peux directement voir des liens parce que je vais m'avancer dans la mythologie et que je vais me dire, ok, la grenade, c'est Perséphone, et ce qui fait qu'elle garde ce lien avec les enfers et qu'elle va y revenir régulièrement. Et le romarin est une plante du souvenir, une plante des ancêtres notamment, associée à ça. Vous n'êtes pas droit là, enfin, c'est moi qui ne le suis pas du coup. Et du coup, j'aurais pu faire ce lien-là. Mais en un sens, c'est extrêmement parasitant en fait d'avoir une autre plante qui décide d'intervenir par rapport à celle avec laquelle on travaille. Ouh, on a des lumières bizarres. Viens, ça va aller mieux comme ça. Voilà, donc ça va pas et du coup, au final, je vais décider que n'importe quel tarot pouvait fonctionner parce que ce qui marche bien, c'est ce qui nous provoque des déclics par rapport aux plantes. Et donc, un tarot qui est un très bon tarot médiumnique ou très intuitif, et tout doit a priori pouvoir fonctionner avec les plantes. J'ai le Gentle Tarot ici. J'aime bien parce que parfois la créatrice utilise des plantes locales là où elle vit au Canada. Parfois elle donne le nom des plantes qui sont représentées, mais parce que c'est représenté d'une façon assez simple, assez simpliste, ça nous permet aussi de projeter d'autres choses dans les plantes si on le souhaite. Voilà, l'aquilée pourrait être autre chose que de l'aquilée, à mon avis. Et donc, par exemple, ça, c'est assez chouette parce qu'il y a quand même un univers de plantes ici. Donc, on rentre en communication avec le règne, avec ce règne, sans que ce soit trop enfermant quoi, au niveau des significations. Donc, j'ai pas un tarot de plantes que je vais associer à ça, au final, définitivement pas. Ça dépend vraiment de la vibe du tarot, donc... J'aime bien le New Chapter, il fonctionne bien. Si vous avez vu, je poste plein de photos avec lui.
dans la nature, parce qu'il se comporte super bien dans la nature, même si c'est un tarot avec beaucoup d'humains, il y a toute une symbolique avec les plantes autour et tout ça qui marche bien. J'aime bien celui-là, c'est plutôt avec eux que j'ai pu travailler récemment. Ah, j'ai fait tomber mon carnet. Quelle est ta modification de deck préférée et pourquoi? Cette question, c'est parce que je les rate presque toutes. C'est facile. Non, mais du coup, là où je trouve que je fais les trucs qui fonctionnent le mieux, hein, c'est par exemple, j'ai le Heartcrafter sous la main. Et j'ai juste passé un petit peu de fluo et les fluos pastels dessus, là. Et j'aime bien parce que j'ai un dégradé de couleur, j'aime bien, disons un camailleux plutôt. J'aime j'aime bien quand j'ai des camailleux, mais en même temps, ça reste vraiment dans le thème, dans les couleurs et tout ça, et j'ai pas trop essayé de faire la kamikaze, je suis restée sur des valeurs sûres, ça n'a pas du tout coulé ni rien, et donc je prendrai plutôt des exemples comme cela, sur quelque chose de réussi. Les autres, ça m'aide à m'approprier le tarot, et je regrette pas trop les conneries que je fais, mais un peu parfois, et donc je préfère vraiment rester sur du sûr. Mais ouais, j'ai des envies quand même, hein. J'aimerais trop un moment pouvoir m'acheter cette guillotine qui permet de bien couper, bien net et tout, et passer du temps là-dessus. Mais pour l'instant, je me dis que ce serait vraiment trop douloureux et trop d'argent. Donc voilà. J'ai encore des ambitions de destruction pour mes tarots, t'inquiète. Et y a-t-il une carte que j'aime le moins et est-ce que je fais un travail particulier avec? Non. Pas en général, ça va super fort dépendre d'un tarot. Évidemment, dans tout tarot, il y a des cartes avec lesquelles on accroche moins. Ça peut, genre, je veux dire, c'est plus facile que ce soit, par exemple, le diable, que je trouve super mal représenté souvent. Vous allez bouger un peu. Non, le diable, c'est un bon exemple, mais c'est pas forcément que j'aime pas cette carte, ou j'aime pas travailler avec elle, c'est que j'aime pas comment elle est représentée. Donc voilà, elle, par exemple, mais non, ça dépend vraiment d'un jeu à l'autre. Mais il y a des... Après, c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, mais par exemple, disons que le 2 de pentacle ou le 4 de pentacle, ça peut être son rapport à l'argent et comment on gère l'argent. Et comme je suis une crétine dépensière, vraiment cause désespérée, ça peut être... Il y a des moments où je travaille avec elle dans cette optique-là. Les cartes des arcanes majeures aussi, du coup, c'est quand même assez utile de passer vraiment des longues périodes avec eux, avec elle, voire des années, pour découvrir l'arcane dans toute sa profondeur et tout ça. Ça a été particulièrement utile pour moi avec le gros cliché, hein, les cartes binaires qui sont difficiles, qui sont souvent représentées avec des gros clichés sexistes et tout. Donc l'empereur, l'impératrice par exemple, l'hiérophante aussi. Mais là, avec la plupart des cartes d'arcane majeure, j'ai fait à un moment ce travail-là, quoi, de dire où je cale la discussion. C'est compliqué en ce moment, où je la capte moins bien et tout, et donc de faire un réel travail pour passer du temps à la comprendre, lire des choses à son sujet, lire des choses qui sont peut-être pas à son sujet, mais qui vont permettre de nourrir ma compréhension et donc d'aller chercher les liens. Oui, donc ça c'est plutôt un travail... Il y a la partie intellectuelle, il y a la partie faire du travail de méditation, pathworking, en cheminement avec la carte. C'est vraiment très utile quand on bloque avec une carte. Attention, pas aller au-dessus de ses triggers si c'est une carte qui est vraiment difficile et qui réveille des choses pour soi. Bien sûr, toutes les cartes ont une leçon à nous apporter, toutes les cartes... c'est utile d'apprendre à les connaître et tout, mais vraiment pas être les tenantes du discours de il faut se forcer, quand on veut on peut, si on cale c'est qu'il y a une raison, il faut y aller. Oui, il y a peut-être une raison, mais nos barrières, nos mécanismes de protection, etc. Parfois ils sont là pour des bonnes raisons aussi, et ça sert à rien de forcer une relation avec la carte si vous le sentez vraiment pas du tout. Vous savez que vous allez ouvrir la boîte des trucs super sombres. Et que vous avez pas les épaules pour, quoi. Je suis pas genre les gens qui sont en mode faut travailler sur tes ombres sinon t'es une personne ratée, amélioration de soi, capitalisme et tout. Sorry, hein, mais parfois on a de telles souffrances qu'on n'a pas toujours envie d'aller creuser et voir tout ce qui se passe, tout ce qu'on a intégré, tout ce qu'on traîne comme partie de soi qu'on n'aime pas ou des trucs comme ça. Non, on peut aussi par moment se dire que c'est juste pas le bon timing et qu'on se protège. Donc voilà. Mais non, j'ai pas de carte que j'aime le moins.
il y a des cartes compliquées, parfois c'est les cartes un peu neuneux, les cartes qui sont censées être trop faciles et qui sont simplistes et qu'il faut creuser pour les comprendre mieux. Donc oui, les tirer régulièrement, pas toujours faire « Ah, c'est ça ma carte du jour !» Je sais pas ce qu'elle veut dire, tant pis, je passe à autre chose. Mais d'aller volontairement plus vers elle, écrire en écriture libre, méditation, recherche, se forcer à faire des ponts avec les cartes. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo où je tire les cartes quand je regarde de la télé-réalité par exemple, ou des séries, je regarde pas de séries, donc de la télé-réalité dans mon cas, mais ce qui permet de à chaque fois accrocher les cartes à des personnages en particulier, à des situations, et donc de se forcer à créer une affinité avec les cartes ou à la confronter à des situations en dehors de soi. Ça peut être assez utile. Sinon, oui, travail spirituel. Trouver une divinité qu'on associe, ou un aspect d'une divinité, par exemple, quand c'est des divinités très complexes, qu'on peut associer à une certaine carte, ça peut être utile. Demander à une plante ou à une pierre, par exemple, si elle accepte d'être notre compagne, pour la découverte de la carte et se créer des rendez-vous. Je suis en train de regarder ce romarin. Du coup, voilà, ça peut être, si tu te fais une infusion de telle plante tous les jours, tu passes du temps à écrire sur la carte et du coup, tu lis le lien. Enfin, faut vraiment demander, hein. Je pense que c'est pas forcément un truc à faire au hasard, mais ça peut être vraiment utile. Si c'est une carte qui est difficile et que tu dois faire de la méditation avec et que tu as une pierre qui te protège ou qui t'ancre, ou justement qui te permet de lâcher le contrôle, ça peut être utile de faire un travail en duo, mais ça c'est des questions un peu, si je dois réfléchir à comment nourrir ce lien, tu ferais ça, mais je peux pas dire que c'est un problème qui se pose souvent à moi, donc c'est du bricolage comme réponse. J'avoue, les gros bidous, j'ai commencé avec le tout petit morceau, le tarot, la vidéo plus tranquille, où il n'y avait pas trop de défis pour les réponses et tout ça. Les prochaines vont être un petit peu plus intenses parce que j'ai des questions très spécifiques sur les questions de pratique polythéiste, animisme, des questions de créativité aussi, où c'est peut-être plus facile de répondre, mais vous avez été jusqu'à me gratouiller avec des questions plus personnel, par exemple sur mon travail avec Rose, et du coup j'espère réussir à recruter ma chère et tendre épouse pour faire une vidéo avec elle, donc affaire à suivre, mais encore un tout grand merci pour vos questions et à très bientôt.